Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir pour cette soirée, une énième retour sur l'événement Vivatech 2024, salon technologique que nous avons couvert à MC2I. Nous avons couvert pendant les 3 jours avec un certain nombre de consultants et de consultantes qui seront là d'ailleurs ce soir pour vous faire la restitution ce soir de cet événement que l'on couvre chaque année et qui est emblématique maintenant en Europe. Je m'appelle Nothing Duck, je suis directeur en charge de l'innovation au sein du cabinet MC2I et j'ai le plaisir d'animer cette soirée avec vous ce soir. Alors, allez, pour les non-initiés, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien cet événement Vivatech, je vais me permettre de faire 2 petites minutes de rappel ou d'information sur qu'est-ce que est Vivatech et quel est ce salon technologique. Vivatech, ça a été créé en 2016. 2016, ça a été créé par le groupe Publicis et le groupe Les Échos. Et ça a été créé à l'époque avec du coup, la volonté et le soutien du gouvernement français. Ça a été créé pour mettre au centre de la France et au centre de l'Europe la technologie et mettre en avant les technologies et les startups autour de technologies. Vivatech, c'est également un événement qui a gagné en notoriété, en nombre de visiteurs d'année en année, en nombre de fréquentations d'année en année, pour atteindre un record en 2024, puisque ce sont les chiffres officiels qui sont tombés avant-hier. Cette année, 165 000 participants ont participé à Vivatech. C'est un record dans toute l'histoire de Vivatech, et c'est même un record pour les plus chauvins d'entre nous, diront que nous avons dépassé du coup le CES de Las Vegas, qui est le premier salon quand même connu technologiquement dans le monde. Mais 165 000 visiteurs, c'est plus que le CES. CES en 2024, c'était 150 000 visiteurs. C'est également 3 500 exposants. C'est également un record, puisque l'année dernière, le nombre d'exposants était de l'ordre de 3 000 en 2023. Vivatech se passe au Palais des Expositions à Versailles. Ça a occupé le hall 1 et 2, pour celles et ceux qui connaissent ce salon. Et ça se passe sur 3 jours. Et avec une particularité, un jour, le samedi notamment, supplémentaire, est dédié au grand public. Voilà, c'est un salon qui est ouvert, qui ouvre ses portes au grand public, alors que les 3 premiers jours, mercredi, jeudi, vendredi, ce sont des jours réservés aux professionnels, donc au B2B. C'est un salon qui a gagné en notoriété énormément, notamment en réussissant à faire venir des stars internationales, des people, des stars internationales, des personnalités connues dans le monde de la tech, à Vivatech. C'est un du tour de force, clairement, des organisateurs de Vivatech, c'est de faire venir des personnes connues du monde entier dans la tech. Il y a par exemple la présence en fait, du CTO de Amazon, par exemple, la présence de Google, la présence de Microsoft, bien sûr, et puis évidemment la présence de Elon Musk, qui évidemment est une tête d'affiche. Tout le monde veut le voir. Alors, énormément de monde sont venus le voir, sauf qu'il était en visio. Je trouve ça dommage. En 2023, il était en chair et en os à Vivatech. Il y avait également la présence des sœurs Williams, qui ont, outre leur carrière sportive, sont désormais des investisseuses dans le monde de la tech. C'est pour ça qu'elles étaient présentes. Bref, comme ça, à peu près une centaine de conférences avec des people qui attirent évidemment chaque année beaucoup de monde. C'est grâce à ce type de conférences et ce type de présence que Vivatech a gagné en notoriété d'année en année et a gagné en légitimité. À tel point que dans la presse, et puis même quand on discute, on le compare très souvent aujourd'hui au CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Alors, je vais vous donner un petit peu quelques points de comparaison entre Vivatech et le CES, parce qu'on les compare, mais il y a tout de même des points de différence. Le premier, sur la fréquentation, il y a un petit débat des chiffres, vous savez, selon les manifestants et selon la police. Est-ce que Vivatech est plus fréquenté que le CES de Las Vegas? Alors, sur le terrain des chiffres, c'est factuellement vrai, puisque 165 000 visiteurs cette année. En revanche, il y a une petite subtilité, c'est que Vivatech, par le dernier jour, ouvre ses portes à l'ensemble du grand public, pour lesquels la fréquentation le samedi est très importante, et évidemment, ces visiteurs sont comptabilisés. Ce qui n'est pas le cas du CES, c'est purement un salon professionnel pour lequel uniquement les professionnels du numérique peuvent assister. Donc voilà, donc il y a un petit effet de comparaison qu'il faut savoir modérer. Le CES, c'est un événement où il y a à peu près 4000 exposants, donc à peu près sensiblement la même chose que Vivatech. En revanche, il faut savoir que le CES se passe sur une superficie qui est 5 fois plus grande. Donc vous avez en fait à Vivatech une impression quand même de densité qui est nettement plus forte, et les startups ont en fait très peu d'espace pour s'exprimer, ce qui est un petit peu dommage. Troisième différence, le CES attire de manière historique les grands industriels, notamment de l'électronique, et puis c'est un événement où, par exemple, les marques de télé sont là pour montrer les nouveaux modèles.
Ce côté électronique, vous l'avez moins sur Vivatech, qui est beaucoup plus numérique et beaucoup plus start-up et système d'information. Enfin, pour peut-être donner la différence entre eux, je vais revenir quand même sur la densité, juste pour vous montrer quelques images. On va vous projeter quelques images à l'écran pour vous montrer ce que veut dire en fait un événement de Vivatech avec une forte densité. C'est-à-dire qu'en fait les startups, pour la plupart d'entre elles, ont en fait très peu d'espace. Elles sont sur des stands qui sont des stands de corporate. Par exemple, là vous avez à l'écran une startup qui s'appelle Award qui nous a été présentée. Vous voyez, il y a très peu d'espace en fait, tout simplement pour que les startups puissent se présenter. Ce qui n'est pas le cas au CES. Il y a beaucoup plus d'espace, il y a un visuel qui est beaucoup plus aéré, et ça donne en fait tout simplement un sentiment de grandeur qui est beaucoup plus fort. Voilà. Ceci étant dit, j'estime que Vivatech est arrivé à un point où on a maintenant un événement qui est extrêmement crédible. Depuis la crise du Covid, Vivatech a extrêmement bien repris, et c'est devenu quand même aujourd'hui un carrefour majeur de rencontres de la technologie, des startups, des investisseurs et également des clients. Vivatech, c'est très important pour les startups européennes. C'est très important parce que 75% d'entre elles disent qu'il y a un intérêt business pour elles. C'est un événement qui est très important pour faire des connexions, rencontrer des clients, mais également rencontrer des investisseurs. Et je donnerai une dernière différence et un dernier point important de ce salon-là. C'est un salon qui attire l'écosystème européen. Et c'est un salon qui attire aussi les pays qui sont plus proches de l'Europe et qui ont plus de difficultés aux États-Unis, au CES de Las Vegas. Par exemple, c'est le cas de l'Afrique, qu'elle soit l'Afrique du Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, était très présent cette année au CES à Vivatech, et c'est traditionnellement en fait des pays qui sont moins présents au CES. Donc voilà, donc on n'a pas du tout à rougir avec cet événement qui est européen et qui est extrêmement important et qui, en tout cas pour ma part, je trouve très intéressante. Ceci étant dit et introduction étant faite, je vais quand même présenter aussi MC2I parce que cette soirée est sponsorisée par MC2I. Non, tout à fait, est présentée par MC2I. Je suis Nothing Duck, donc responsable de l'innovation au sein du cabinet MC2I. MC2I est un cabinet de conseil en transformation numérique. On accompagne des clients, des grands groupes dans leurs projets de transformation numérique. Nous sommes actuellement quasiment 1400 collaborateurs et nous accompagnons sur tout un tas de sujets du numérique. Par exemple, pour ma part, je suis également un consultant et expert de l'intelligence artificielle, qui est une thématique qui a été largement traité à Vivatech. Ceci étant dit, on va surtout maintenant rentrer un peu dans le concret de Vivatech et le décryptage de qu'est-ce qu'on a traité, qu'est-ce qu'on a vu, nous, Digital Explorer, qu'est-ce qu'on a vu lors de ce salon. Et je vais commencer par la première thématique, qui est l'innovation au service de l'attractivité des services publics. A tout de suite. Retour sur le plateau pour traiter la première thématique. Retour sur le plateau, donc, pour traiter de la première thématique, innovation au service d'attractivité du service public. Et je reçois Alice pour venir nous parler de la présence de l'État, des ministères, des collectivités à Vivatech. Oui, tout à fait. Le service public était représenté en force cette année au salon Vivatech. Alors, quand on parle de service public, on parle des ministères, des agences et établissements publics comme l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui a beaucoup à faire avec les défis de l'IA, mais aussi les collectivités territoriales qui étaient représentées par les régions et les métropoles. Et enfin, il y a aussi les entreprises de missions de service public comme la SNCF ou la Poste. Donc finalement beaucoup de présence de différentes structures de l'État. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous contextualiser de pourquoi la présence de l'État, pourquoi l'État et les différents instituts souhaitent venir à Vivatech? C'est un moyen pour eux de visibiliser un petit peu l'innovation au service notamment des priorités gouvernementales et tout particulièrement l'amélioration des services publics avec des solutions proposées par des startups d'État, par exemple. Je pense notamment à Dossier Facile, qui est une plateforme qui met à disposition un outil de constitution de dossiers de location, justement pour protéger les locataires des abus d'un marché locatif, par exemple, particulièrement tendu en ce moment, notamment à Paris. On a aussi des outils de géo commun, par exemple Panoramax, qui vise à mettre en commun justement des données images 360 degrés des collectivités pour faciliter le travail des agents publics. Alors ça, c'est des startups qui étaient présents dans les stands, par exemple des ministères, par exemple des agences
nationale, etc. C'est ça en fait. Oui, oui, effectivement. Donc, Panoramax et Dossier Facile étaient sur le stand du pavillon numérique de l'État. Mais il y avait aussi des startups hébergées sur d'autres stands par les régions, les agences un peu particulières, comme la DGSE par exemple. Alors, il y a une thématique qu'on traite souvent quand on est à MC2I en interne dans les clubs, par exemple. On parle beaucoup de l'utilisation du numérique pour favoriser, on va dire, la démocratie participative, la démocratie collaborative. Est-ce que tu as vu des startups qui, justement, travaillent sur ce thème-là ? Oui, j'en ai vu deux, notamment Carto Débat qui propose une plateforme justement de recueil de contributions des citoyens et qui propose ensuite des synthèses imagées, graphiques, pour faciliter justement la compréhension et la tendance des avis des citoyens. Et aussi du coup Purple qui ont une approche un peu plus hybride avec un mobilier urbain agrémenté de QR codes qui permettent d'intégrer les possibilités de participation citoyenne directement dans les lieux de vie, dans votre quartier, dans le mien, etc. Alors, moi, quand je suis allé à Vivatech, j'y suis allé quasiment les 3 jours. Quand on va tout au fond de Vivatech, dans le hall 1, on tombe sur le stand de l'armée et de la DGSE. Est-ce que le contexte géopolitique est un petit peu tendu en ce moment a justifié la présence en force du ministère de l'Armée et de la DGSE? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, le contexte géopolitique actuel, qui est particulièrement tendu, on le sait, a replacé les questions de défense au centre des préoccupations européennes. Notamment, une boussole stratégique a été adoptée qui vise à développer des fonds d'investissement européens pour justement accroître les investissements dans les industries militaires, et notamment le soutien à l'innovation. Et donc, le ministère de l'Armée proposait des solutions, notamment d'équipements plus intelligents pour les forces armées, comme le projet Centurion par exemple, ou encore des solutions d'IA souveraine sécurisée, donc hors ligne, comme le projet Résistance, qui propose un outil de traduction quasi temps réel et complètement hors ligne. Donc c'est un peu le fantassin amélioré, augmenté comme on dit, quoi. Exactement. Alors il y a un objectif commun quand on regarde ces stands, un objectif commun de finalement les ministères, les collectivités, les agences nationales, c'est le recrutement. Ils étaient là pour faire du recrutement. Oui, effectivement, particulièrement notamment sur le pavillon numérique de l'État, qui portait haut et fort la marque employeur de l'État qui s'appelle Choisir le service public. Vous avez sûrement dû voir des pubs. Il y a peut-être des vidéos qu'on a, peut-être Voilà. des choses qu'on a fait, mais c'était incroyable, quoi. C'était marqué 4000 embauches. Speed dating ici, enfin c'est... Tout à fait. Il y a un job dating où on pouvait découvrir la pluralité des offres d'emploi et aussi beaucoup de professionnels de la fonction publique présents avec qui échanger pour notamment en savoir plus sur les possibilités de carrière dans la fonction publique et surtout l'accent mis sur l'intrapreneuriat. Il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus avec France Expérimentation qui vise à débloquer les obstacles juridiques qui peuvent entraver l'innovation dans la fonction publique par exemple. Et aussi, justement, pardon, tout ce qui est certification de la DINUM, qui s'appelle Concevoir un service numérique au sein de l'État et qui favorise l'innovation portée par les agents. Je voudrais maintenant qu'on parle des régions, des collectivités territoriales, parce qu'il y a une chose qui d'ailleurs, que Vivatech, allez, je vais dire copie de plus en plus le CES, c'est-à-dire qu'il y a une présence des régions, région après région. Les régions ont leur stand et viennent avec leur start-up. Oui, tout à fait. En fait, les régions sont les relais territoriaux de la stratégie d'innovation de l'État. Ils portent notamment le réseau French Tech et ils mettent à disposition pas mal de financements à destination des petites entreprises et des startups avec l'aide des fonds européens notamment. Et donc, effectivement, chaque stand avait un peu ses spécificités en fonction de ses enjeux. Hein. Moi, j'ai senti un petit peu de compétition d'image entre les régions, les stands. Alors, compétition, je ne sais pas, mais effectivement des images et des thèmes très marqués. Par exemple, en Auvergne, il y avait un gros accent sur l'agriculture plus responsable, avec notamment Sabi Agri, qui propose une flotte 100% électrique de tracteurs et robots dédiés à la récolte. La région Occitanie était plus sur de la gamification, de responsabilisation du citoyen dans les bons gestes de recyclage, avec Recyclage VR. Et la région Sud... Ah, la région Sud, magnifique. Oui, effectivement. Le pays de l'IA. Ils se sont autoproclamés le pays de l'IA. Voilà.
Après, ils avaient quelques startups, notamment Videtix, qui est une startup d'analyse de flux vidéo en temps réel, justement pour optimiser les flux de personnes, pour faciliter notamment l'intervention de services de secours, notamment pendant les JO, puisqu'ils ont remporté le marché public JO dans leur région. Parfait, donc on a compris effectivement, Alice, avec ton intervention, que l'État français, les différentes institutions de la France étaient présents et très présents à Vivatech. Heureusement, on est à Paris, donc c'était normal que la France soit très présente. Je te remercie énormément, Alice, d'être venue nous témoigner en fait ce que tu as vu à travers ton parcours à Vivatech. Tu as cité une thématique qui est la thématique de la gestion de l'environnement, et justement, c'est la thématique numéro 2 qu'on va aborder juste après ça. Justement, retour sur le plateau, on va effectivement aborder une deuxième thématique, celle-là, une thématique qu'on a intitulée la technologie durable et responsable et sociale. Et bien sûr, on va parler de ce thème avec Adrien Bonamy qui nous a rejoint sur ce plateau, ainsi que Solène Bouchacourt. Solène, que je ne présente plus parce que c'est la deuxième année que tu es là et tout le monde, en tout cas à MC2I, te connaît. Adrien, un peu plus nouveau dans cet exercice, c'est la première année que tu nous rejoins sur l'Explore Meeting, revivre l'expérience Vivatech. Tous les deux, vous allez nous parler effectivement d'environnement, de responsabilité sociale. Alors peut-être avant de commencer, parce que c'est une thématique qui est largement diffusée, mais ça vaut le coup quand même de redéfinir. Qu'est-ce que vous entendez par technologie durable et responsable ? Bien, excellente question. Lorsqu'on parle de durabilité, a fortiori dans le domaine de la technologie, on entend qu'il y a un impact sur plusieurs segments clés qui vont être, en grande ligne, la réduction de l'impact environnemental et social que va jouer la technologie. Et là-dedans, on va retrouver des thématiques comme le recyclage, l'électronique verte, l'agriculture verte, on en a parlé juste avant, et tout ça va s'inscrire dans une plus grande thématique qui s'appelle la Green Tech. C'est exact. Et la Green Tech, on peut dire que c'est un petit peu la rencontre entre la transition énergétique et la révolution numérique. La Green Tech, c'est l'application des nouvelles technologies au service du développement durable. Et donc, son objectif, c'est de réduire les impacts des activités humaines, les impacts néfastes, bien sûr, des activités humaines sur la planète en utilisant des innovations technologiques. Et bien, dans ce cadre, dans le cadre de cette réduction d'impact, on a eu un intervenant, John Kerry, le 68e secrétaire d'État à la présidence des États-Unis, qui a fait le déplacement pour nous rappeler ô combien il était important le rôle que joue la technologie dans la réduction de l'impact sur l'environnement. Alors John Kerry, il était là parce que c'est quelqu'un qui, on le connaît aussi, on le connaît en tant qu'ancien candidat à la présidentielle américaine, mais c'est aussi quelqu'un qui défend beaucoup en fait l'impact de la technologie faible sur l'environnement et du coup qui s'engage beaucoup en fait dans cette voie-là. Tout à fait. Et il porte d'ailleurs une nouvelle casquette depuis 3 ans parce qu'il est envoyé spécial pour le climat des États-Unis. Et il a rappelé que c'était important le rôle de la technologie sur ces thématiques, en citant entre autres des leviers tels que la pénurie de ressources, des thématiques sur lesquelles les startups agissent, la pénurie de ressources, la décarbonisation de l'énergie ou la mise en place d'une économie circulaire. Et tout ça sont des thématiques vastes qui s'appliquent à tout plein de secteurs d'activité, l'industrie, l'énergie, ou encore les villes ou l'agriculture. Alors, la Green Tech, si on se concentre en fait sur ce sujet-là, c'était une thématique qui a été extrêmement traitée en 2023. C'était vraiment même la thématique phare en fait, de Vivatech 2023. Est-ce que cette année, ça reste un sujet qui était mis en avant ? Alors, la Green Tech reste un sujet qui est à l'honneur, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup moins présent, en tout cas beaucoup moins visible lors de ce salon Vivatech, et plus disparate. Donc on garde ce sujet à l'honneur, puisqu'il a été présent sur tous les stands, dans tous les grands corners. On peut citer L'Oréal, on peut citer EDF, on peut citer La Poste également, qui l'a mis énormément en avant dans les solutions qu'ils ont présentées. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est transverse et donc multisectoriel et qui permet d'être abordé par plusieurs secteurs, le retail, le transport et la mobilité, l'énergie, donc tu en as parlé, et également le secteur public, comme l'a évoqué Alice précédemment. Et d'ailleurs, le secteur public, on peut en parler puisque le ministère français de la Transition écologique et de la cohésion territoriale a profité de cette édition 2024 pour pouvoir annoncer les lauréats de son label Green Tech Innovation.
Donc ce label-là, en fait, permet de promouvoir et de mettre en avant des startups et des PME qui sont justement innovatrices et actrices dans la transition énergétique. Start-up française. Ce ne sont que des startups françaises, évidemment. Est-ce que tu en as repéré quelques-unes que tu voudrais mettre en avant ce soir? Évidemment. J'aimerais parler d'abord de Voltaire. Voltaire, c'est un fabricant français qui, en fait, donne une seconde vie aux batteries de lithium. Donc comment est-ce que ça va procéder? Il va récupérer des batteries en fin de vie auprès, par exemple, d'un industriel. Il va récupérer les cellules. Tous les composants qui sont non réutilisables vont être recyclés. Et pour le reste, pour les cellules qui vont être récupérées, il va pouvoir produire de nouvelles batteries en fonction des capacités résiduelles de ces cellules, bien évidemment. Il y en a une autre aussi qui a été plutôt impressionnante. C'est Equium. Equium, c'est une start-up nantaise, c'est une deep tech même industrielle, qui a été créée en 2017 et qui propose une nouvelle génération de pompes à chaleur pour pouvoir décarboner le confort des bâtiments, le confort thermique des bâtiments. Donc en fait, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser un procédé très étonnant, c'est la thermoacoustique. La thermoacoustique, c'est le fait de générer de la chaleur ou du froid à partir des ondes acoustiques et donc du son. Et pour le coup, Equium nous a prouvé qu'on pouvait produire de l'énergie à partir du son. Et ça, plus on fait de bruit, plus on produit d'énergie. Pour le coup, c'est un peu ça. Ça va ravir tous les parents. Effectivement. Tu voulais nous parler un peu de low-tech aussi. Effectivement, on a, pour un salon qui promeut plutôt la high-tech, on a eu cette année une solution low-tech qui a été présente. Cette solution, elle s'appelle Coucou Visio. Donc Coucou Visio, c'est une solution qui est utile, accessible et qui permet en fait de relier le téléphone fixe à la télé pour permettre à tous de pouvoir passer des appels vidéo en visio de façon un petit peu plus facile et accessible. Donc ça lutte contre l'exclusion sociale, ça lutte aussi contre l'électronisme, qui sont deux sujets très importants aujourd'hui. Et donc elle a vraiment vocation à remettre le lien social au centre des échanges virtuels, ce qui en fait une très belle solution, en plus de nous prouver qu'on peut innover avec l'existant, et donc sans impact environnemental et en répondant à un enjeu social. Donc voilà, tous ces éléments, je pense, confirment quand même qu'il y a une tendance vers un numérique plus responsable, vers des solutions plus durables et plus sociales, même si effectivement, voilà, la Green Tech était moins représentée cette année, notamment au profit de l'intelligence artificielle. Bien, si on vient à parler de l'intelligence artificielle, on voit qu'elle a quand même un rôle dans cette notion de climate tech, de green tech, parce qu'a été mis à l'honneur la start-up, l'application Climate Calendar Intelligence. Alors, que fait cette application? Elle anticipe, grâce à un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur les modèles de données du GIEC, par exemple, l'impact du réchauffement climatique sur les infrastructures. Alors, ils ont notamment contribué aux travaux de Futur énergétique 2050, produits par RTE, mais outre les cas d'application qui s'apposent aux grands groupes industriels, il y a un cas d'application beaucoup plus concret qui va tous nous toucher, qui est le service rendu aux particuliers. Si demain vous choisissez de vous installer sur un littoral de Bretagne, vous pouvez vous connecter à cette application pour voir le réchauffement climatique et l'impact qu'il aura sur votre lieu de résidence à moyen et long terme. Une cartographie qui permet de savoir, en fait. Exactement. D'accord. Alors, tu as parlé de réchauffement climatique, je voudrais rester sur cette thématique et évoquer, on a parlé des batteries au lithium tout à l'heure. Moi, je voudrais évoquer l'hydrogène, parce que pour le coup, c'est pas nouveau, mais c'est la première fois que je vois autant l'hydrogène mis en avant au salon Vivatech. Alors en effet, il y a eu beaucoup d'exposants qui intervenaient autour de cette énergie qui est l'hydrogène. On peut en citer plusieurs, notamment Namix, qui a produit un SUV qui fonctionne à l'hydrogène. Alors c'est une voiture, donc SUV, une voiture Exactement. qui fonctionne à l'hydrogène. Alors je ne sais pas si on a des images, on a quelques images, c'est assez futuriste en fait. En fait, on voit à l'arrière de la voiture qu'il y a des réservoirs à hydrogène qui vont directement alimenter ce qu'on appelle une pile à combustible, qui par simple réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène présent dans l'air, va produire de l'électricité et rejettera de l'eau. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi on en parle dans le secteur de la green tech? Parce que ça ne rejette que de l'eau. L'entièreté de notre parc, de notre flotte de véhicules, quasiment tous, émettent des particules fines, des gaz à effet de serre ou du CO2. Et tout cet écosystème du transport est à l'origine de, tenez-vous bien, 17% des émissions au global sur la planète. Et donc contribuer au réchauffement climatique. Tout à fait. Je voudrais qu'on parle maintenant de la partie responsabilité sociale et de l'inclusion. On a beaucoup parlé de l'environnement, mais la technologie responsable, ça touche aussi l'inclusion. Et
Toi, Solène, tu voudrais nous témoigner ce que tu as vu comme start-up intéressante, que tu trouves intéressante, en tout cas qui t'ont marqué. Oui, effectivement, l'inclusion et la diversité, pour le coup, ont été quand même des thématiques majeures lors de cette édition Vivatech. Et notamment, ça a pu mettre en lumière des technologies qui permettent d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. C'est le cas notamment de Biped. Biped, c'est un dispositif de mobilité. En fait, c'est un harnais qu'on pose sur les épaules, donc vous voyez à l'écran, et qui va permettre de donner des instructions aux personnes malvoyantes concernant leur environnement, les obstacles qui peuvent entraver leur chemin, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors c'est un peu le remplaçant des chiens d'aveugles, en fait, d'accompagnement d'aveugles. C'est en complément, pas en remplacement D'accord. non plus de la canne ou du chien guide, mais ça permet en tout cas de rendre plus autonomes des personnes qui ont effectivement des difficultés de se voir et de se mouvoir dans l'espace. Alors moi, j'ai également vu Biped, je suis passé sur leur stand et j'ai bien aimé le pitch du fondateur parce que Vivatech, c'est bien sûr la mise en œuvre des startups et les startups, c'est aussi le monde des personnes qui sont des dirigeants et des cofondateurs de sociétés et qui viennent parler de leurs produits, qui viennent pitcher. Et moi, j'ai particulièrement bien aimé le pitch en fait, du fondateur qui disait qu'il avait eu l'idée de créer Biped quand il a vu en fait, dans la rue une personne non-voyante se faire assister par FaceTime avec une personne à distance qui le guidait en fait. Et donc ça lui a donné l'idée de créer en fait ce dispositif permettant effectivement d'accompagner les personnes malvoyantes. Est-ce que tu as trouvé d'autres trouvailles, d'autres pépites? Oui, évidemment. Une autre pépite dont j'aimerais parler, c'est Touch2See. Alors, c'est une très belle idée, notamment pour les amateurs de sport, pour le coup, puisque cette solution propose une tablette tactile en note de description, donc que vous voyez à l'écran en cas d'usage, et qui va permettre en fait aux malvoyants de vivre les événements sportifs comme tout à chacun. Et pour ça, en fait, cette tablette va pouvoir utiliser plusieurs choses. D'abord, il y a un curseur magnétique qui permet de savoir où est le ballon. Dans l'exemple du foot, hein, par exemple, par c'est exemple, les tablettes qu'on a vues. Ouais. Voilà. Donc ça permet de savoir où est le ballon sur le terrain. Également, ça a des capteurs et des vibrations pour permettre de communiquer l'intensité du jeu, ce qui est aussi intéressant. Et enfin, il y a bien sûr une partie audio description pour avoir des informations plus précises sur ce qui se passe sur le terrain. Alors c'est quand même important, particulièrement dans cette année de Jeux Olympiques, pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des personnes puissent profiter des événements sportifs, mais particulièrement en fait des Jeux Olympiques cette année. Oui. Tu m'as parlé d'une start-up lyonnaise quand on préparait cette émission. Oui, effectivement, c'est Orion. Alors Orion, c'est aussi une très belle trouvaille. C'est une solution qui est aussi dédiée aux personnes malvoyantes, mais qui leur permet, eux, d'identifier et de trouver dans leur environnement les textes et les objets qui sont autour d'eux. Donc en fait, ça va utiliser l'appareil photo du smartphone. Et à partir de ça, ça permet, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, bien sûr, et à de la reconnaissance d'images, de guider la personne dans l'espace, mais également de lui dire ce qu'il y a autour d'elle, voire de lire les étiquettes des produits dans son frigo, par exemple. Donc voilà, toutes ces innovations-là reflètent quand même qu'il y a un vrai engagement croissant des acteurs de la tech sur les sujets des considérations environnementales et également sociales. Et du coup, on a quand même vocation à penser que la technologie reste un moteur sur ces deux sujets-là. Merci beaucoup Solène, merci beaucoup Adrien, merci pour votre passage. On va passer à la troisième thématique cette fois-ci. On ne peut pas parler de Vivatech sans parler du monde du luxe, du secteur du luxe. Et on va notamment parler de la personnalisation de l'expérience client dans ce secteur. Et je vais accueillir pour ça Louise Durantin et Louise Dada. Alors vous l'aurez compris, un binôme de Louise pour parler de cette troisième thématique sur la personnalisation de l'expérience client. Effectivement, alors on va recevoir déjà Louise Durantin, qui est là pour la troisième année consécutive. C'est ça? Oui, tu adores l'événement? J'adore. Tu adores Vivatech? Je suis toujours très impressionnée par l'événement. Et toi, tu es particulièrement en fait, spécialisée sur le monde du retail et du luxe. Oui, tout à fait. C'est la première chose dont tu voulais nous parler. Oui. Donc moi, j'ai assisté à la cérémonie des LVMH Innovation Awards. Donc c'est une cérémonie qui est organisée par le groupe, qui est un des membres fondateurs du salon. Et donc elle a été animée notamment par Bernard Arnault, qui a profité de cette occasion pour pouvoir rappeler les liens très étroits qui existent entre le groupe, les maisons du groupe et les startups, sur notamment des valeurs communes de créativité, d'excellence, d'engagement, de qualité.
Et donc, c'est lors de cette cérémonie qu'a eu lieu la mise en lumière d'une start-up qui s'appelle FancyTech. Donc, FancyTech, c'est illustré dans une catégorie qui s'appelle Brand Immersive Experiences. Et du coup, c'est une start-up qui, en fait, s'appuie sur un modèle de générative IA et qui utilise notamment les scripts vidéo pour pouvoir contrôler les mouvements vidéo, les éclairages, les effets de mouvement sur la base des instructions créatives des équipes marketing et création de contenu. Et donc, en fait, ces vidéos-là vont permettre notamment d'être très rapidement générées, de manière très qualitative aussi. Et ce sera aussi le moyen pour les créateurs de contenu de générer des mouvements qui auraient été impossibles à réaliser manuellement. Alors on va reparler tout à l'heure de la partie intelligence artificielle et de la création de contenu, notamment avec mes invités pour le 4e thème, mais restons effectivement sur la thématique, sur le secteur du luxe et la Gen AI. On va passer à Louise, l'autre Louise Dadar. Toi, tu t'es particulièrement concentré sur les usages de la Gen AI dans le cadre des campagnes publicitaires, de manière plus précise. Exactement. Juste avant de parler de ça, je voudrais faire 2-3 rappels sur le contexte actuel, puisqu'en fait, il y a une très forte attente des clients d'avoir une expérience personnalisée, mais en même temps, ils veulent qu'on respecte leur vie privée. Et donc, dans ce cadre-là, on voit des initiatives des GAFAM, comme par exemple Apple avec Mail Privacy ou App Tracking Transparency, ou Google qui a annoncé par exemple la fin des cookies tiers pour début 2025. Et il y a aussi tout un contexte où on va demander aux directions marketing de réduire les dépenses, mais tout en ayant des performances en hausse. Et en fait, dans tout ce contexte, on voit que la Gen AI, elle permet de rebondir et d'apporter des solutions innovantes, notamment pour faire plus avec moins. Et on l'a vu à travers tout le salon Vivatech, à la rencontre de start-up ou avec des exemples très précis. Il y a 2 usages particulièrement dans la publicité sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est que en fait, l'IA va permettre de mieux connaître son audience, puisqu'en fait, toutes les technologies d'IA, elles vont pouvoir analyser des grandes quantités de données qui sont des données first party, c'est-à-dire récoltées directement par l'entreprise. Et donc, les algorithmes de machine learning vont pouvoir créer des profils utilisateurs en se basant sur toutes les interactions et les données qui sont disponibles. C'est ce que vont proposer des startups comme par exemple Big Profile, qui va permettre de prédire les comportements clients en se basant sur les données du CRM, donc par exemple la probabilité d'achat, le risque de désabonnement, etc. Et tout ça, c'est très utile dans la publicité pour adapter les messages et les contenus en fonction des segments, et donc ça va augmenter l'engagement et à terme la conversion. Et le deuxième cas sur lequel je voulais revenir, c'est la personnalisation du contenu de la publicité, et qui a été beaucoup abordé à Vivatech cette année, notamment parce que l'IA permet d'analyser les sentiments en fait, d'un contenu au-delà des données sémantiques, donc des mots-clés par exemple, ce qui va permettre de bien contextualiser les publicités au contexte de visualisation, mais également aux besoins des utilisateurs. Alors ça, c'est vrai que c'est la volonté, le grand enjeu en fait, des annonceurs, c'est de personnaliser vraiment le contenu des publicités, on va dire à la personne, à ses besoins, à ce qu'il recherche. Exactement. Et on voit aussi qu'il y a une création de contenu qui est dynamique avec l'IA et qui permet de décliner les visuels marketing en fonction, par exemple, des déclencheurs d'achat de chaque personne, puisque certains vont être, pour un même produit, plus sensibles, par exemple, au prix. Donc, on va plutôt lui pousser des messages avec des promotions. Et d'autres qui vont être plus sensibles à l'esthétique produit ou au storytelling. Et donc, on fera des visuels adaptés pour ces personnes-là. Et donc, en fait, le fait de mieux connaître son audience et de personnaliser les contenus, ça permet d'optimiser les campagnes publicitaires, ce qui permet de faire une vraie personnalisation et donc de maximiser le ROI, mais aussi de lutter contre le gaspillage publicitaire, qui est un point qui est beaucoup reproché à la publicité digitale. C'est notamment ce que vont proposer des entreprises comme Grasp ou Impact Plus, par exemple. Je me tourne maintenant vers toi, Louise Durantin. Est-ce que tu as on va rester un peu sur cette thématique de création de contenu, création de visuels, que ce soit pour de la publicité ou pour le branding en fait, des produits. Est-ce que tu as particulièrement vu une marque ou une entreprise qui a poussé un petit peu la partie Gen AI, l'utilisation de la Gen AI un peu plus loin que les autres? Oui. On a aussi beaucoup observé pendant le salon L'Oréal. Et L'Oréal, ils ont vraiment comme ambition d'incarner la beauty tech avec une beauté plus inclusive, plus durable, plus personnalisée. Et donc, ils ont notamment présenté le Beauty Content Lab. Donc, c'est un laboratoire de création de contenu. Alors ça, c'était vraiment impressionnant pour le coup. Tout à fait. Donc, ça s'appelle CreaTech. Et donc, l'idée, ça va être de vraiment transformer la création de contenu pour les 37 marques de beauté du groupe. Et notamment, ils ont en fait développé des Brand Custom Models, qui sont des modèles qui sont entraînés à reconnaître les valeurs uniques de chaque marque, les modèles de création,
et du coup qui va pouvoir permettre de déployer des campagnes beaucoup plus rapidement avec des visuels innovants et créatifs au plus possible, quoi. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci Louise et Louise de nous avoir partagé du coup ces insights qui sont absolument passionnants pour le secteur du luxe. Mais si on devait uniquement retenir certains enjeux majeurs auxquels les groupes du luxe doivent faire face demain, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le premier enjeu qui est assez évident pour nous, c'est tous les sujets de gouvernance de la donnée, de propriété des assets et de sécurisation. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment partout. Et le deuxième sujet que moi je vais aborder, c'est la puissance de l'expertise créative humaine qui doit vraiment être mise sur le premier plan. C'est quelque chose qui a été évoqué par Morgan Mao, le fondateur de Fancy Tech, mais qui a été aussi évoqué par Scott Belsky, qui est une personne qui a animé une conférence sur le paradigme de la créativité et de l'expérience digitale. Donc c'est vraiment un sujet qui est important de se rappeler que oui. l'IA permet la productivité, mais est au service de la créativité humaine. Et c'est un sujet... Voilà, l'IA ne remplacera pas c'est l'expertise créative. Ils l'ont beaucoup rappelé, Tout parce à que fait. c'est peut-être une crainte aussi de la part des collaborateurs aussi de L'Oréal, de LVMH. C'est est-ce que l'IA va me remplacer ? Ils ont affirmé que non, l'IA ne remplace pas la créativité humaine. Non, et c'est aussi mettre en valeur l'humain. Et d'ailleurs, le troisième enjeu, c'est encore, on parle d'humain. Exactement, il y a beaucoup de conférences qui ont insisté sur ce point, notamment celle de Jessica Riccio de Octa ou Marie-Christine Nobel de Vestiaire Collective, qui ont bien rappelé qu'il ne faut pas faire de la technologie pour la technologie, qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est le client. Donc il faut comprendre qui il est, quels sont ses besoins, ses attentes, et pour ça, il faut lui donner une voix, puisqu'en fait, connaître son client, ce n'est pas uniquement à travers ses données, ça va être aussi à travers les interactions qu'il a avec la marque, ça va être la façon dont il se sent quand il interagit. Et en fait, toutes les technologies, et notamment l'IA dont on a beaucoup parlé, elles doivent être au service d'un marketing qui est un marketing simple et tourné vers le client. Merci beaucoup Louise et Louise Merci. de nous avoir Merci, partagé merci. effectivement tout ce que vous avez vu concernant le secteur du luxe et de l'expérience client. Je vous remercie beaucoup. On va maintenant pouvoir passer à la dernière thématique de la soirée, à savoir l'intelligence artificielle, la présence de l'IA quasiment omniprésente à Vivatech avec deux nouveaux invités. Retour sur le plateau AMC2I sur le Explorer Meeting, sur le retour Vivatech 2024. Nous sommes à la 4e thématique. J'espère que vous êtes encore nombreux à nous suivre ce soir. Il y a ce soir connecté à la fois des collaborateurs MC2I, des étudiants, des différentes écoles partenaires de MC2I, mais également, bien sûr, des clients. D'ailleurs, parlant des clients, je souhaiterais préciser que pour Vivatech, chaque année, on invite un certain nombre de collaborateurs. Donc, l'ensemble des personnes que vous avez vues ce soir, en fait, ont été à Vivatech pour aller justement aller voir à la fois des conférences, mais également les startups. Et puis, on accompagne aussi des clients, bien sûr, pour les accompagner à aller visiter un certain nombre de startups qu'on a trouvées utiles. On les accompagne notamment autour de l'EX, de Learning Expedition, c'est-à-dire qu'on les accompagne de manière guidée à aller voir les startups qu'on estime les plus intéressantes du moment. En visitant Vivatech, il y a quelque chose qui frappe cette année, c'est la présence, j'allais même dire la quasi-omniprésence de l'intelligence artificielle. C'était la thématique phare de cette année Vivatech 2024, l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative. Et on accueille sur ce plateau à la fois Alexis et Rania pour nous parler de cette thématique. Cette thématique était omniprésente et on le voit à travers les chiffres, par exemple. 1400 exposants sur les 3500 parlaient d'intelligence artificielle, que ce soit des startups, des entreprises, des écoles, des ministères, toutes parlaient clairement de l'IA. Et puis les conférences, plus d'une centaine de conférences avaient comme cœur de sujet l'intelligence artificielle. Donc c'est clairement une omniprésence cette année, c'est normal, c'est vraiment le sujet qui a la hype en ce moment, donc il était absolument normal d'en parler ce soir. Alors justement, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler quand même d'OpenAI, de ChatGPT. Et toi, Rania, tu as notamment participé à une conférence qui a été donnée par OpenAI. Effectivement, Nothing. Donc, on a eu l'occasion d'assister à une conférence donnée par Romain Huet, qui est le Head Developer of Experience d'OpenAI. Il nous a fait toute une démonstration de la nouvelle version de ChatGPT, nommée ChatGPT 4
4O. Donc, elle a été lancée à peine quelques jours avant Vivatech et il y a 4 fonctionnalités assez innovantes qui ont retenu notre attention. Donc, la première fonctionnalité, c'est la conversation en temps réel. Donc, ChatGPT 4o est capable aujourd'hui d'échanger avec un humain directement en temps réel, ce qui rend la conversation beaucoup plus fluide, mais ce qui est intéressant, que la conversation elle est beaucoup plus naturelle parce qu'il est capable de changer son ton, changer même sa posture C'est en un peu temps réel. les nouvelles versions de Alexia ou de Siri. On est vraiment là-dedans, mais quoi. en beaucoup plus performant parce qu'il peut faire d'autres choses, comme par exemple la traduction en temps réel. Donc ChatGPT 4o, aujourd'hui, il a carrément supprimé la barrière linguistique. Donc il permet de traduire une conversation entre 2 individus parlant 2 langues différentes en temps réel. La troisième fonctionnalité intéressante, c'est le traitement d'image. Donc, ChatGPT 4o est capable aujourd'hui de traiter des images, ce qui facilite la reconnaissance, ce qui facilite l'instruction des images dans des domaines différents, comme les médias, par exemple, ou l'art. Restons toujours dans l'image, ChatGPT 4o innove, encore une fois, avec la fonctionnalité Vision qui permet cette fois-ci d'interpréter un flux vidéo et de le commenter en temps réel. Donc, ce qui est quand même impressionnant. OpenAI a profité aussi de cette conférence, non seulement pour présenter sa solution, mais aussi de réaffirmer sa supériorité en affirmant que sa solution de traitement d'image actuelle est la meilleure sur le marché. Donc, elle a lancé quand même un petit clin d'œil à son concurrent direct Google avec sa solution Gemini. Il y a clairement actuellement une compétition des big tech et c'était important pour OpenAI de prendre un petit peu la scène médiatique quand même. Donc, c'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard que OpenAI a lancé ChatGPT 4o pour Omni, pour la partie omnicanal, juste avant Vivatech, juste avant Google I.O. C'est justement pour prendre la scène médiatique, pour la garder en fait. Alors, Google était très présent aussi et a essayé de lutter, bien sûr. Est-ce que toi, tu as vu d'autres acteurs de l'IA? Est-ce que tu as pu en rencontrer d'autres? Oui, il y en a plein. On a eu l'occasion de rencontrer énormément de startups. On ne va pas toutes les citer, mais on va prendre par exemple la startup After Data. After Data, en fait, elle lutte contre la criminalité financière, comme par exemple les abus de marché, les détournements de fonds, le financement des associations ou des structures malveillantes. Donc, elle offre avec des algorithmes avancés en IA aux acteurs financiers européens une solution de conformité qui allie segmentation ou micro-segmentation et machine learning. On peut citer encore une autre start-up, allez, pour faire un mix. On cite Fullsoon, qui est une start-up qui agit sur le gaspillage alimentaire. Elle est présente chez le groupe Accor, Bouillon, La Durée aussi. Elle travaille notamment avec les lycées de la région Île-de-France. Et comme on dit, jamais 203. Donc, on va citer la toute dernière start-up qui est AI Bright. Donc, c'est une start-up taguée Techsport. Cette start-up, avec sa solution basée encore une fois sur l'IA, et c'est une start-up française, permet de donner ou d'offrir aux amateurs de fitness une expérience personnalisée sur mesure de parcours d'entraînement, mais en temps réel. Donc le temps réel, il est vraiment très, très présent aussi parmi les fonctionnalités de l'IA cette année à Vivatech. On va revenir sur l'IA générative et notamment l'utilisation de l'IA générative pour la création de contenu, parce que Alexis, toi, tu t'es concentré sur cette thématique-là quand tu as visité Vivatech. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, parce que s'il y a bien une chose que l'on voit tout de suite, c'est l'apport de l'IA générative pour créer du contenu, accélérer la création de contenu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de choses nouvelles que tu as pu voir? Exactement, Nothing. De nos jours, beaucoup de studios sont confrontés à une situation, faire face à un nombre de demandes élevé. Pour ça, ils vont devoir investir dans des moyens, donc du matériel, des logiciels, mais aussi dans des ressources humaines, parce qu'on va avoir besoin de temps pour traiter les différentes demandes et de compétences.
C'est là que l'IA intervient, comme un nouvel assistant qui va permettre de rendre accessible la création de contenu. J'ai pu assister à une conférence, La prochaine vague de création de contenu, les effets visuels alimentés par l'IA, de Cristobal Valenzuela, qui est cofondateur et CEO de Runway. Il a pu nous parler du rôle de l'IA, et du coup, je vais vous faire un petit bilan de ce qu'il nous a dit. Il a commencé son discours par nous rappeler les moyens utilisés pour créer du contenu bien lointain dans le passé, en nous rappelant d'abord l'arrivée de l'encre, qui nous a permis de créer les premières œuvres d'art. Et ensuite, il est allé jusqu'à la caméra qui a été un point de révolution, qui nous permet actuellement de créer beaucoup de contenu, actuellement, comme aujourd'hui, on est en train de faire un live grâce aux caméras. L'IA, c'est une nouvelle étape dans l'art de l'expression humaine. Il faut vraiment voir ça comme un nouvel outil qu'il faut s'approprier pour se développer dans le domaine de la création de contenu. Je tenais aussi à rebondir sur ce qui a été dit précédemment, ce qui a été introduit par Louise dans la thématique « La personnalisation de l'expérience client dans le luxe ». Grâce à l'IA, il y avait un enjeu, c'était la créativité et l'IA. On peut dire que la créativité est la nouvelle productivité. Il y a encore quelques années, très récemment, on cherchait de la productivité pour pouvoir remplir et créer du contenu rapidement. De nos jours, on va plutôt rechercher des personnes avec de la créativité, car c'est ça qui va nous permettre de produire le contenu avec l'aide de l'IA. Ça nous permet aussi de voir que la confiance créative, elle va s'accroître, elle va augmenter chez les créateurs. Donc, ils vont être de plus en plus confiants. Ils vont pouvoir créer plus rapidement grâce à l'IA. Et surtout, ils vont avoir de nouvelles opportunités, des opportunités pour de l'exploration. Les créateurs de contenu consacreront plus de temps à explorer les pistes créatives que sur l'exécution opérationnelle de celles-ci. Pour donner un exemple, imagine des designers qui peuvent passer du temps à concevoir les différentes couleurs sur des palettes et à les associer, à voir si ça fonctionne bien. Là, ils vont pouvoir faire appel à l'IA et à côté de ça, ils vont pouvoir passer plus de temps sur l'expérience utilisateur, faire de la recherche ou plutôt sur le packaging ou la forme du produit. Alors, c'est sûr que ce que tu dis, ça fait sens pour beaucoup de monde parce que c'est vrai que quand on voit les outils de GenAI, on voit très vite le potentiel en fait créatif. Alors tout le monde connaît, alors peut-être n'a pas testé, mais connaît au moins Midjourney par exemple, ou DALL-E qui permet de créer ces photos, ces images de manière très impressionnante avec des prompts. J'imagine que quand tu as visité Vivatech, tu as pu voir d'autres types de startups basées sur la GenAI qui produisaient également d'autres choses. Exactement. Et j'en ai ciblé 3 dont je vais te parler aujourd'hui. La première, c'est Raven. Raven, elle nous vient tout droit des États-Unis, créée en 2023. Elle va permettre la création de contenu, notamment des images. Il y a une petite spécificité qu'elle a, c'est qu'elle va pouvoir ajouter des modèles, des produits qu'on va pouvoir ajouter en plus des images pour faire des placements de produits. La deuxième dont je tiens à te parler, c'est Runway. Runway, elle a été aussi créée aux États-Unis en 2018. C'est une entreprise qui est plutôt bien positionnée. Actuellement, elle est sur la génération d'images et de vidéos. Donc, comme on a pu voir la conférence, elle va permettre de créer différents contenus et surtout, elle a un outil qui est intéressant, c'est la Motion Brush, qui va permettre de créer du mouvement sur des images statiques. Ça s'appelle la Motion Brush. Motion Brush. D'accord. Ça permet d'animer en fait voilà, tu donnes une photo et exactement. Tu prends une image, ça pourrait être une image fixe de nous et montrer nos têtes en train de bouger, de faire semblant de parler, de simuler ça grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer, le meilleur pour la fin, ou du moins ma petite favorite, on va parler de Being a Dream. C'est une petite pépite française dont tu as sûrement déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Et ce qui m'a plu tout d'abord, c'est son côté, on peut transformer des idées, des brouillons en dessin. Moi qui suis loin d'être le plus grand dessinateur, j'ai trouvé ça incroyable. Tu peux dessiner une esquisse de dessin qu'un enfant de 5 ans pourrait faire, choisir une thématique, et d'un coup, l'intelligence artificielle va te reproduire ça. Et après, tu vas pouvoir itérer pour créer. Et un deuxième point que j'adore avec cette startup, c'est qu'elle a aussi créé un plugin pour mettre son outil dans Figma. Figma qui est utilisé par les designers et donc qui va permettre à collaborer ensemble pour pouvoir créer et concevoir le futur produit de demain. Alors, je me suis enthousiasmé quand tu as parlé de Being Dream, évidemment, parce qu'ils étaient présents au MC2I Tech Day, qui est un événement qu'on organise chaque année, qui est l'événement MC2I où on met à l'honneur un certain nombre de startups qu'on invite chez nous, dans nos locaux ici même, et on fait venir également de l'autre côté des clients pour venir les rencontrer. Et effectivement, on a invité Being Dream cette année. On les a rencontrés parce que tout simplement, ils ont gagné, comme tu le sais, le concours Qui va être mon associé, l'émission de M6. Et moi, j'ai trouvé ça super comme solution. Et donc, on les a invités, ils sont venus. Et évidemment, ils étaient une tête d'affiche pour l'édition Tech Day 2024 de MC2I. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Rania. J'ai
presque envie de dire que je suis triste parce que c'est bientôt terminé, comme l'émission est bientôt terminée, puisqu'on a traité les 4 thématiques qu'on voulait traiter. Je vais faire une petite conclusion sur Vivatech 2024. C'est un événement que j'ai trouvé extrêmement intéressant. On avait déjà eu une édition 2023 très riche, très fréquentée. On avait eu quelques craintes en 2021-2022 parce qu'on était post-Covid et on se demandait si la fréquentation du salon allait remonter. C'était clairement le cas en 2023 et ça l'est encore en 2024. Alors, bien sûr, ce soir, c'était notre retour sur ce qu'on a vu à Vivatech. On n'a pas pu parler de tout, hein, évidemment, parce que sinon, vous aurez gardé jusqu'à au moins minuit. Il y avait également bien sûr, d'autres startups, énormément, dont on n'a pas pu ni voir ni reporter. Il y avait par exemple beaucoup de startups dans le domaine de la mobilité, avec une présence en force, notamment des constructeurs automobiles chinois, concurrents de Tesla évidemment, XPeng par exemple, BYD. On avait aussi la présence, et je tenais à le remarquer, beaucoup plus forte que d'habitude, la présence en fait, de délégations étrangères qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai cité en introduction par exemple la présence très remarquée de l'Afrique subsaharienne, mais également l'Afrique du Maghreb, qui était clairement avait des stands extrêmement importants, qui voulaient certainement mettre en avant un certain nombre de startups pour montrer un peu la puissance d'investissement que ces pays peuvent offrir. On avait aussi des pays en fait, de l'Est. Donc voilà, énormément de nouveautés cette année, donc une édition très intéressante. Moi, j'ai pu voir le Cybertruck de Tesla, qui était présent pour la première fois en France, à Vivatech. Donc, je suis très content. Voilà, donc écoutez, merci en tout cas ce soir de nous avoir suivis.